Gaza, cet été, on revient dans des choses tout aussi dures. Ça a duré 53 jours. Cette semaine, l'armée israélienne, la 5e du monde, a pilonné Gaza. Le bilan, tel qu'on peut le lire dans ce supplément que l'Humanité a publié en septembre, Gaza, le symbole meurtri de la Palestine. Je ne sais pas si on le voit, si vous le voyez. 2140, plus que ça, 143 Palestiniens qui ont été tués, dont 577 enfants, 263 jeunes et 202 personnes âgées, 11 230 blessés, 3 374 enfants, 11 000 bâtiments détruits, 46 000 logements, 141 écoles palestiniennes, 136 écoles de l'ONU, on en avait beaucoup parlé, 17 hôpitaux, des exploitations agricoles sous la mitraille. Coût de la reconstruction, 5 milliards d'euros, c'est le coût estimé. Il y a eu un cessez-le-feu, mais la colonisation continue, et c'est bien le cœur du débat. Il y a un projet qui s'est fait jour juste après ce cessez-le-feu, le projet israélien qui porte sur 400 hectares de terre. Patrick Loyaric de l'Humanité, le directeur de l'Humanité, parle de crimes contre l'humanité, voire même de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On verra peut-être tout à l'heure ce que cela veut dire et ce que cela recouvre exactement. Alors, Pierre Barbancet, vous étiez sur place pendant ces très longues journées, ces très longues semaines, pendant ces 2 mois. Le journaliste que vous êtes, comment a-t-il vécu cela? Et pouvez-vous nous parler déjà de la réalité que vous avez vécue? Oui, alors malheureusement, vu que ce conflit dure depuis tant et tant d'années, malheureusement, ce n'est pas la première fois que je me retrouve à Gaza sous les bombes israéliennes et au milieu des massacres perpétrés par l'armée israélienne. Là, c'est un des plus importants quand même. Là, c'est un des plus importants avec une. Alors, il y a l'aspect totalement humain de chaos, de tuerie, de mort, et puis il y a l'aspect politique sur lequel j'imagine on reviendra dans le courant du débat. La bande de Gaza, c'est un endroit que je connais bien. On va y être allé très très souvent ces nombreuses années. Et quand on connaît la bande de Gaza, quand on connaît la densité de population, quand on sait que depuis des années et des années maintenant, les Palestiniens ne sont pas maîtres de leurs frontières, ni terrestres, ni maritimes, ni aériennes, on se doute bien que quand une armée qui est une des plus puissantes au monde, et en tout cas la plus puissante de la région, se déchaîne contre cette partie du monde, on se doute bien que ça va être une horreur. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ça a été une horreur, puisque non seulement l'aviation bombardait sans relâche la bande de Gaza, les bateaux de guerre se sont mis au large de la bande de Gaza et ont tiré au canon. Les chars de l'armée israélienne se sont positionnés, non pas aux frontières, mais ont pénétré la bande de Gaza pour créer, soi-disant, une zone tampon, et en prenant prétexte de vouloir détruire les tunnels existants, notamment certains tunnels qui reliaient la bande de Gaza et qui ressortaient en Israël, voire les tunnels qui passaient aussi en Égypte. Ça a été un déchaînement de feu qui n'a épargné personne, et les chiffres dont vous avez fait état aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Et la réalité au quotidien pendant toutes ces semaines de guerre qui ont été menées contre une population désarmée, ça a été pour les enfants une horreur quotidienne d'entendre des avions en sachant que la mort allait arriver. C'était une horreur quotidienne pour les populations qui ne pouvaient pas sortir parce que les moindres déplacements s'avéraient très dangereux, parce que tout était pilonné, tout était visé par l'armée israélienne. Même, et vous le savez, même les écoles de l'ONU dans lesquelles les Palestiniens avaient trouvé refuge ont été pris pour cible. J'ai moi-même vu une école où les Israéliens avaient donné l'ordre de partir, et alors même que la population était rassemblée dans la cour de cette école, ils ont tiré au mortier, décimant des dizaines de personnes. Certains ont été évacués dans un dispensaire qui se trouvait à côté, et quand nous nous y sommes rendus, nous aussi, l'armée israélienne a continué à tirer,
pour nous faire fuir et pour continuer à tuer ceux qui s'étaient réfugiés. Alors ça, c'est important parce que justement, d'autre part, on disait, et on dit toujours, le Hamas prend les gens en otage, ses propres enfants en otage, et les bombardements des écoles ou des habitations privées, c'est pas que c'est du flanc, mais ce sont des prises d'otages par le Hamas. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? D'abord, je crois qu'il faut rectifier les choses. Je sais bien que les grands médias ont toujours parlé ont suivi ce que disaient les Israéliens d'une guerre menée contre le Hamas, etc., etc. La réalité, d'abord, c'est que c'est une guerre qui a été menée contre le peuple palestinien, avec des raisons politiques et des buts bien précis. La volonté israélienne à ce moment-là, ça a été de faire mettre à genoux le peuple palestinien à Gaza. D'où cette terreur instrumentalisée, ces bombardements incessants, parce qu'ils pensaient que la population de Gaza allait dire aux responsables politiques de la bande de Gaza « Arrêtez, maintenant, on ne veut plus ça, on ne veut plus les bombardements, il faut céder ». Or, il s'est passé exactement l'inverse. Et non seulement la population a tenu à ce que la résistance continue, mais cette résistance n'était pas le fait que du Hamas. L'ensemble des organisations palestiniennes de Gaza ont résisté, les armes à la main. Quand je dis toutes les organisations palestiniennes, je dis bien toutes les organisations palestiniennes, y compris le Fatah de Mahmoud Abbas, le Hamas, le Djihad islamique, le Front populaire de libération de la Palestine, les communistes du Parti du peuple palestinien, le Front démocratique de libération de la Palestine. Il y avait des réunions quotidiennes qui se tenaient entre toutes ces organisations, justement pour savoir de quelle manière ils allaient répliquer aux attaques israéliennes. Et la population palestinienne soutenait cette résistance malgré les souffrances, malgré les bombardements, malgré les massacres et malgré les tueries perpétrées par l'armée israélienne. Or, les Israéliens pensaient qu'en 2 jours, ils allaient régler la question à Gaza. Les Israéliens, à aucun moment, n'ont pensé qu'ils allaient devoir faire ça pendant autant de semaines. D'ailleurs, à tel point que quand ils sont rentrés dans la bande de Gaza, alors pas de la même manière qu'en 2008-2009, mais ils ont pénétré dans la bande de Gaza, mais ils ne pensaient pas le faire. J'en veux pour preuve qu'en 2008-2009, ils avaient dans leur stratégie le fait de rentrer dans la bande de Gaza, ce qu'ils ont fait, y compris dans les faubourgs de Gaza City. Et à cette époque-là, ils nous ont interdit d'entrer dans la bande de Gaza. Les journalistes que nous étions étaient interdits d'entrer dans la bande de Gaza, en tout cas par le côté israélien. Moi, j'ai pu y rentrer. On était quelques journalistes, on a pu rentrer par le côté égyptien à l'époque, en 2008-2009, et par mes contacts, notamment avec les communistes palestiniens, j'ai pu gagner le sud de la bande de Gaza et aller jusqu'à Gaza City, alors que cette fois, ils ont laissé les journalistes entrer. Ce qui montrait bien que leur stratégie de départ était de taper, de pilonner sur quelques jours, et en pensant que tout le monde allait être KO debout. Et ce n'est exactement pas ça qui s'est passé. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, y compris pour la suite. Cette capacité de résistance du peuple palestinien, les débats que ça a pu engendrer, y compris chez les Palestiniens, y compris encore maintenant, montrent qu'à aucun moment le peuple palestinien va se laisser mettre à genoux. Pourquoi ? Parce que depuis 2006-2007 et que le blocus a été imposé à la bande de Gaza, il y a eu quasiment 1500 morts aussi, du fait du manque de nourriture, du fait du manque de médicaments, du fait qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux, du fait que les blessés ne peuvent pas être évacués. Donc il y avait cette volonté chez les Palestiniens de dire, de toute manière, on ne peut pas tomber plus bas que ça, on ne peut pas faire plus que ça. Donc il faut qu'on continue pour sortir de ce chaos dans lequel nous nous trouvons. Nous allons continuer pour en finir avec le blocus que les Israéliens nous imposent depuis tant et tant d'années. C'est 8 années de blocus, je crois qu'il faut prendre la mesure de la signification pour une population aussi meurtrie. Et ça, les Israéliens ont pensé que non, que les Palestiniens allaient encore une fois mettre genoux à terre. Et ils ne l'ont pas fait. Et je crois que c'est ça le plus important de ce qui s'est passé, y compris quand ils ont été obligés de quitter leur maison, y compris dans les quartiers les plus touchés par les bombardements. Ça a été des massacres et puis des destructions entières de quartiers entiers qui ont totalement disparu. C'était une vision apocalyptique. Je les ai vus faire ça à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin en 2002. C'est-à-dire que tout est par terre. Tout est par terre. Et pourtant, ils n'ont pas gagné cette guerre.
Quel est l'état d'esprit des journalistes qui sont là-bas, des journalistes, je crois que les journalistes israéliens ne peuvent pas y aller. Ils sont interdits de séjour par leur propre État. Mais quel est l'état d'esprit des journalistes occidentaux? Alors, je sais bien, vous êtes à l'humanité, vous y allez, on connaît la ligne, il n'empêche. Vous êtes journaliste, vous y allez. J'ai compris ce que vous disiez sur l'objectivité, et je souscris bien, mais on peut avoir des idées préconçues. Une fois qu'on est sur place, est-ce qu'on peut encore douter des réalités Comment ça se passe autour de vous? Vous n'étiez pas seul, j'imagine, il y avait d'autres confrères. Oui, il y avait quasiment l'ensemble de la presse française était sur place. Mais il y a toujours... Alors, il y a un peu deux catégories presque de journalistes, je dirais. Il y a ceux qui comprennent un peu le sens politique de ce qui se passe, et puis il y a ceux qui ne comprennent absolument pas le sens politique de l'événement à laquelle ils participent ou qu'ils courent. C'est quoi? C'est une question de formation? C'est une question de formation, et je crois que dans beaucoup de médias aujourd'hui, on demande aux journalistes simplement de rapporter ce qui se passe. Les commentaires politiques, on les laisse à ceux qui vont être sur les plateaux, ceux qu'on voit toujours les mêmes et qui racontent toujours les mêmes choses. Et puis voilà, il y a ce travail, ce politiquement correct, il y a ce travail idéologique qui existe dans notre pays, qui fait que les jeunes journalistes aujourd'hui ne sont pas indemnes. Je veux dire, moi je fais partie d'une génération où le sens politique, ça signifie quelque chose. Quel que soit ce qu'on pense personnellement. Mais le sens politique, c'est ça qui est important à comprendre. Or là, ils ne comprennent pas toujours le sens des événements. Et puis, il y avait, par exemple, certains qui recherchaient toujours, à chaque moment, peut-être parce qu'on leur avait demandé, ça je n'en sais rien, de vouloir montrer ce que vous disiez tout à l'heure, que la population était prise en otage par le Hamas ou par la résistance palestinienne, sur le fait que les roquettes qui étaient tirées depuis la bande de Gaza sur Israël, c'était des roquettes qui étaient cachées ou qui étaient tirées depuis des zones où habitaient les civils. Mais dans la bande de Gaza, il est impossible de trouver un endroit où il n'y a pas de civils, tellement la densité de population est énorme. Donc de toute manière, ça ne signifie rien. Et même on peut dire que tous les Palestiniens de la bande de Gaza étaient des combattants. Certains avec des armes, certains en tirant des roquettes, mais d'autres aussi sur leur forme de résistance qui était, par exemple, quand leur maison était détruite, de revenir remettre un drapeau palestinien sur les ruines de leur maison, sur le fait de continuer à soutenir la résistance d'une manière ou d'une autre. C'était leur forme de résistance aussi. Et pour revenir aux journalistes proprement dit, je crois que il y avait une difficulté chez beaucoup de comprendre vers quoi ça allait, où tout cela menait et quelles allaient être les réactions politiques et la signification plus tard par rapport au peuple palestinien. Et malheureusement, je crois que les grands médias aujourd'hui continuent à ne pas expliquer réellement ce qui se passe dans la bande de Gaza, pas plus qu'en Cisjordanie. D'ailleurs, on l'a vu, je veux dire, ils sont toujours dans une espèce d'état d'équilibre en voulant ménager la chèvre le chou, en mettant sur un même pied d'égalité l'occupant et l'occupé, en mettant sur un même pied d'égalité une résistance telle que celle des Palestiniens et celle d'une armée qui est ultra financée, qui a les armes les plus sophistiquées qui existent au monde. Et ça, c'est toujours difficile d'en sortir. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, sur ce qui se passait réellement dans la bande de Gaza, ils avaient du mal à savoir où est-ce qu'il fallait aller, qui il fallait voir et où se déplacer. Bon, il faut aller vite. Je voudrais aussi pouvoir vous donner la parole. On va essayer de développer tout cela, de parler politique, géostratégie. Pourquoi, par exemple, cette offensive en juillet-août avant cela, Mireille, vous étiez ici pour conduire... Alors, il y a eu quand la décision de manifester a été prise, comment ça s'est fait? Vous avez conduit ces manifestations, je disais 3 manifestations à Lille uniquement par semaine. Il y en avait d'autres dans la région, beaucoup en France. Du monde, beaucoup de jeunes et une campagne de boycott. Comment les décisions ont été prises au sein de la FPS et quel était l'état d'esprit de ces... Moi, il m'a semblé, j'y étais, qu'il y avait beaucoup de jeunes et que ces jeunes semblaient bien savoir de quoi ils retournaient. Ils avaient une réflexion politique, justement, pour reprendre les propos de Pierre Barbancet tout à l'heure. Alors, juste avant de parler des premières manifestations concernant les bombardements à Gaza, je voudrais rappeler quand même que la FPS avait appelé à des rassemblements et des manifestations en amont de ce qui
cette barbarie là sur Gaza, à savoir qu'en Cisjordanie, il y avait eu des assassinats. Il y avait notamment eu un jeune Palestinien à qui on avait fait avaler de l'essence et qu'on avait brûlé vif. Il y avait des centaines d'arrestations, des prisonniers, des milliers de prisonniers qui croupissaient dans les geôles israéliennes, dont des centaines sans procès ni jugement. Et donc, il y avait eu des appels déjà à rassemblement avant les premiers bombardements à Gaza. Donc, tout début juillet déjà, on avait organisé quelques rassemblements sur l'île. C'était déjà, et on sentait effectivement que se préparait quelque chose de gravissime sur Gaza. Et donc, nous avions bien évidemment imaginé le pire, et on avait notamment avec la communauté palestinienne qui a été notre partenaire pendant tout cet été pour organiser les diverses manifestations, actions, etc. On avait donc programmé une manifestation le 13 juillet, si je ne me souviens bien. Oui, le 13 juillet. Donc, déclaration à la préfecture, etc. Oui. Et donc, il s'est trouvé que, comme un peu partout en France, on a été un peu pris au dépourvu, parce que les réseaux sociaux se sont mobilisés extrêmement vite dès les premiers bombardements sur Gaza, et des rassemblements ont eu lieu spontanément partout en France, dans des dizaines et des dizaines de villes. Et à Lille également, il y a eu ce donc, premier samedi qui a suivi les bombardements, et rassemblement que nous n'avions pas préparé, auquel on n'avait pas appelé. Personne d'ailleurs n'avait appelé concrètement, on ne savait pas qui était à l'origine de cet appel au rassemblement à Lille. On y est allé quand même, bien évidemment, on y est allé. Il y avait déjà des milliers de manifestants, donc sans organisation de service d'ordre, sans organisateur. Ça s'est extrêmement bien passé, comme les 20 manifestations de cet été se sont extrêmement bien déroulées. Et donc, je pense que dès le départ, dès cette manifestation, pas organisée à l'appel de citoyens qui ont voulu sortir spontanément pour exprimer leur colère, mais aussi dénoncer le feu vert que Hollande avait donné immédiatement à Netanyahou le 8 juillet. Donc, sortir aussi dans la rue pour dénoncer ce qu'avait fait Hollande et le gouvernement français, à savoir donner un feu vert, voilà, donner le feu vert à Netanyahou. Et donc, voilà, je crois que les mots d'ordre à ce moment-là et les slogans que nous avons lancés avec ces milliers de jeunes, parce que c'était essentiellement la jeunesse qui était sortie ce samedi-là, des mots d'ordre clairs, des slogans politiques clairs, bien évidemment de solidarité avec le peuple palestinien de Gaza, mais aussi des mots, des slogans clairs pour dénoncer le feu vert que Hollande venait de donner à Netanyahou. Donc c'était des manifestations populaires, les quartiers populaires de Lille sont venus à ces manifestations, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui étaient en tête de manifestations. C'était des manifestations extrêmement dynamiques, dans lesquelles il n'y avait pas forcément de représentation politique, syndicale, enfin les manifestations habituelles qu'on peut voir sur d'autres sujets. Ils y étaient présents par moments, on voyait revenir de vacances à ce moment-là. Oui. Alors celle-là, c'est celle sur l'île. Oui, donc on voit les... Oui, alors on avait très vite organisé, parce que les cortèges, c'était plusieurs milliers de manifestants, donc... avec la communauté palestinienne, on avait donc un camion de tête avec une grosse sono, et puis le camion que l'Union départementale de la CGT nous a prêté tout l'été, qui a relayé aussi, bien évidemment, ces manifestations. Donc le rôle important aussi d'une organisation syndicale dans ce cadre-là, représentant des salariés. Je pense que tous ces jeunes, ces familles, ces quartiers populaires, ce sont aussi les salariés, ce sont aussi les salariés du pays. Donc il y a eu une partie de la jeunesse, notamment au niveau politique, les jeunes communistes, le Parti communiste aussi, mais les Verts, enfin, il n'y a que le Parti socialiste qu'on n'a jamais vu de la droite. De quelle tenue? Est-ce qu'il y avait des slogans antisémites? Alors, c'était clair. Je vais reprendre un peu pour être assez efficace au niveau du temps. Quand je dis que c'était dynamique,
C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait des mots d'ordre politiques qui étaient clairs. Dès le départ, à chaque début de manifestation, on rappelait que c'était un conflit qui était politique, qui n'avait rien de religieux. Et je pense que les 4 cartes cette banderole qu'on s'est fait fort de trimballer à chaque manifestation, montre clairement que c'est un conflit politique, que c'est une guerre coloniale. Je pense qu'un peu de pédagogie aussi, avant, pendant et après les manifestations, c'est toujours extrêmement important. Pour les mots, dont je disais qu'ils étaient importants. Donc c'était des slogans, bien sûr, de solidarité, parce que c'était aussi l'émotion, c'était la colère, c'était aussi des exigences par rapport à la politique française, mais c'était aussi des mots d'ordre clairement politiques, dans la mesure où on criait, comme dans toutes les manifestations en France, Israël assassin, Hollande complice. C'était des slogans aussi contre le sionisme, idéologie raciste. C'était aussi le soutien à la résistance, et toute la résistance, quelles que soient les formes de la résistance. Quand des journalistes, par exemple, nous interpellaient, nous disaient « oui, mais le Hamas », on disait « écoutez, nous ne sommes pas le peuple palestinien choisit ses formes de résistance ». Et c'était extrêmement bien suivi par les manifestations, par les manifestants. C'était compris, et je pense que le rôle qu'a pu jouer l'association France-Palestine dans ces manifestations, ça a été aussi d'être le porte-parole de ces manifestants, qui malheureusement n'ont jamais la parole sur cette question-là. On leur donne si peu la parole sur la question palestinienne. Et je pense que ça a été aussi un moment pour eux, ces manifestations, d'exprimer tous leurs ressentis, tout ce qu'ils sont en tant qu'aussi, quand je dis les quartiers populaires, bien sûr, c'est tous les enfants de la colonisation, les enfants de l'immigration qui étaient dans ces manifestations. C'est le ressenti aussi qu'ils ont par rapport à ce qu'ils vivent quotidiennement, par rapport aux discriminations, par rapport au racisme, etc., qui, bien évidemment, pour eux, en plus du fait qu'ils sont enfants eux-mêmes de la colonisation, donc ils savent très bien ce que ça représente qu'une guerre coloniale, de vivre, parce qu'on parle aussi d'apartheid en ce qui concerne Israël et la Palestine. Et donc ces discriminations-là, ce racisme-là, ils le vivent au quotidien. Donc c'est aussi c'est quelque chose qui est ancré aussi. Et cette solidarité qu'on dit spontanée, bien évidemment, elle n'est pas aussi spontanée, c'est parce qu'ils le vivent aussi dans leur chair. Et donc ces manifestations qui ont été extrêmement dynamiques sur les mots d'ordre, les slogans politiques, l'ont aussi été parce qu'on avait tout un travail sur, par exemple, les pétitions. On faisait circuler les pétitions dans toutes les manifs en expliquant la pétition sur Taubira. Enfin, sur Taubira. Moi, je fais un raccourci parce que c'est une circulaire de Alliot-Marie, puis de Mercier, que Taubira a conservé. Voilà. Donc, Donc, on en profitait pour informer. Qu'est-ce que c'est que cette circulaire? Pourquoi les militants, aujourd'hui, du boycott continuent à être poursuivis par la garde des Sceaux, par les tribunaux, par les procureurs? On a fait circuler des pétitions sur comment on peut agir vis-à-vis des multinationales françaises. Ça nous semble être énorme de combattre ces multinationales qui participent à l'occupation et à la colonisation de la Palestine, comme Veolia par exemple, comme Alstom. On ne va pas toutes les citer, la Banque Dexia, etc. C'est énorme. D'ailleurs, on se demande si on peut boycotter tout le monde. Oui, non, ça c'est pas la FPS. On va rentrer dans un autre débat sur le boycott. Alors voilà, par exemple, il y a SodaStream qui n'est pas une multinationale française, qui est un produit, fabriqué dans les colonies, qui entre tout à fait. Voilà, donc c'est toujours vendu dans les supermarchés, c'est toujours en promotion sur la télévision publique, parce que c'est un produit SodaStream qui est fabriqué dans les colonies, dans une colonie, la plus grande colonie en Palestine occupée, en Cisjordanie, qui est dans tous les magasins de France et de Navarre, mais qui est aussi proposé aux candidats des jeux télévisés comme cadeau, alors que c'est un produit qui entre illégalement en France. Monsieur Fabius peut tous les jours rappeler que les colonies sont illégales, que tout ce qui est produit dans les colonies sont donc des produits illégaux, et malgré tout, ça entre non seulement en France, mais c'est offert sur des télévisions publiques
Comme aujourd'hui, par exemple, le laboratoire israélien Teva, dont on trouve tous les médicaments dans toutes les pharmacies, on en fait la promotion aussi sur France Info. Donc quand on parle de la presse, on parle aussi de cette presse-là, qui fait aussi la promotion de la violation du droit international, ni plus ni moins, parce que là, c'est en toute violation du droit international. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que la presse, est-ce que ça lui parle? Et comment réagit-elle? Et le public, comment... La campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Oui, oui. Alors, elle a eu un énorme succès, évidemment, pendant les manifestations. On s'est dit, bon, comme à chaque massacre, hein, il y a des milliers de gens dans les manifestations, et puis après, dès que les massacres s'arrêtent, malheureusement, on a moins de monde dans les actions qui suivent. Donc, nous avons demandé à tous ceux qui souhaitaient participer à des actions de boycott de nous laisser leurs coordonnées. Donc, nous avons une liste extrêmement longue de militants ou pas de militants, hein, de personnes en tout cas qui souhaitent être actifs par rapport à cette campagne de boycott. Et effectivement, ils répondent présents quand on mène nos actions de boycott. Oui, ça a du succès, bien sûr. Alors ici, sur la région, c'est Orange, hein, puisque Orange, la société Orange, France Télécom anciennement, service public, a signé un partenariat avec une société de téléphonie mobile israélienne qui travaille dans les colonies, qui travaille avec l'armée d'occupation. Donc, en toute illégalité, Orange signe un partenariat, quand je dis en toute illégalité, au regard du droit international, hein, parce que, bien évidemment, nous faisons valoir, en premier lieu, le respect du droit international. Donc, il y a la société Orange, il y a Veolia, ici, localement. L'association France-Palestine Solidarité s'est inscrite dans le collectif pour une régie publique de l'eau. Parce que Veolia se propose pour prendre le relais, puisque bon, je ne sais pas si tout le monde a suivi ici, hein, dans pour la LMCU. Oui, non mais ce qui est intéressant, c'est que la FPS, parce qu'elle a aussi une légitimité, d'être membre aussi d'un collectif comme ça qui a priori n'a rien à voir avec la Palestine, d'un collectif pour une régie publique de l'eau, comment la FPS peut se retrouver aussi dans ce type de collectif. Voilà, donc la campagne BDS non seulement porte ses fruits au niveau national, international, mais ici localement, je pense qu'un des bilans positifs des mobilisations, c'est que le premier conseil municipal de Lille a voté le gel du jumelage de Lille avec Safed. Puisque Lille est jumelée avec la ville israélienne de Safed, elle est aussi jumelée avec la ville palestinienne de Naplouse. Sûr d'avoir pas été mis au courant, il a pris... Le maire de Safed. Le maire de Safed. Ah, ben pourtant... Accompli, oui. Alors pourtant, bon, malheureusement, les médias ne nous en parlent pas, mais il y a une délégation, de patrons ici du Nord et de représentants de la communauté juive de Lille qui se sont rendus assez rapidement à Safed pour essayer de voir comment ils pouvaient pallier à ce gel. Donc oui, ça, pour toutes les personnes, les jeunes en particulier, qui nous disent « oui, mais ça sert à rien de manifester, de toute façon, voilà, après on rentre chez soi, ça sert à rien ce que vous faites ». Bon voilà, concrètement, au-delà de Lille, je pense que toutes les manifestations qui ont pu avoir lieu cet été en France ont pesé sur les décisions du gouvernement, par rapport aux décisions qui ont été prises au Parlement, au Sénat, à la CPI, à la Cour pénale internationale. Je pense que si personne n'était sorti cet été dans les rues, je pense que Gaza serait peut-être bien enseveli, malheureusement. Mais en tout cas, la politique française, ce que Hollande avait tenu comme propos juste après les premiers bombardements, c'est-à-dire téléphoner à Netanyahou en disant oui, on soutient la sécurité de l'État d'Israël, ce qui donne la nausée, a permis en tout cas de revenir sur ces propos-là et de lui faire parler, d'employer le mot massacre à Fabius et à lui de revenir sur ces propos-là et de dénoncer ce que certains appellent un génocide. Après, on peut parler du vocabulaire. En tout cas, voilà, ça a été, oui, des manifestations nombreuses, dynamiques, en solidarité, mais aussi vraiment dynamiques dans le sens où les gens venaient au camion et puis demandaient ce qu'ils pouvaient faire. Alors, il y a eu un très gros travail de fait avec la communauté palestinienne, mais aussi
avec Palmet d'Europe, qui est l'association des médecins palestiniens d'Europe, Palmet d'Europe, avec lequel on a commencé un travail de longue haleine pour le secours médical. Et on a récolté près de 10 000 euros dans les manifestations qu'on a remis à cette association. Voilà. Et puis, spontanément, par exemple, un dimanche, à l'issue d'une manifestation, on a invité les gens à se donner rendez-vous dans un local où étaient stockés les médicaments depuis plusieurs mois pour faire le tri. Un dimanche, après avoir manifesté pendant quasiment 3 heures, les gens avaient plutôt envie de rentrer chez eux à 13h30, 14h. Eh bien, on s'est tous donné rendez-vous. En l'occurrence, c'était le local de la FSU où étaient stockés les médicaments à Villeneuve-d'Ascq. Eh bien, des dizaines de personnes se sont rendues dans ce local et ont passé leur après-midi à trier des médicaments pour le convoi qui allait partir et malheureusement rester bloqué à la frontière à Rafah, donc entre l'Égypte et la Palestine. Et Pierre va penser ce que vient de dire Mireille en disant s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, Gaza serait peut-être enseveli aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Oui, je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la mobilisation qui s'est produite et l'émotion qu'il y a eu en France et puis dans le monde, un peu partout. Et je crois qu'effectivement, il y a eu quelques évolutions dont on peut se féliciter aujourd'hui. D'abord, il y a eu un changement de l'attitude des autorités françaises. Entre le début, quand Hollande donne un blanc-seing à Netanyahou, en gros en disant Israël a le droit de se défendre, donc vous pouvez continuer, et les déclarations qui ont été faites par la suite, ils ont été obligés de tenir compte des manifestations et de l'émotion qu'il y a eu dans le pays, et je crois que c'est intéressant. Mais plus loin que ça, en termes politiques, que ce soit le vote du Parlement sur le vœu de reconnaissance de l'État de Palestine, ce qui se passe au niveau européen aussi également par rapport aux produits fabriqués dans les colonies, le haussement de ton qu'il peut y avoir par rapport à Israël, et puis surtout parce que la situation internationale et régionale est ce qu'elle est aujourd'hui, Israël n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que les pays occidentaux qui sont ses principaux soutiens, voire même avec les Américains. Et c'est tout le travail de Netanyahou aujourd'hui d'essayer de remettre les choses pour dire que nous défendons les mêmes choses, Israël et les pays occidentaux, et donc il faut continuer à nous soutenir. J'en veux pour preuve les déclarations qu'il a faites en France quand il est venu pour la manifestation républicaine, en disant Israël se bat depuis longtemps contre le terrorisme. Il est temps maintenant que l'Europe comprenne qu'il faut nous soutenir dans ce combat-là. Donc il essaie il utilise tout ce qui peut se produire, tout ce qui peut se passer, pour essayer de se remettre sur pied et donc d'essayer de battre en brèche les avancées politiques qu'il y a pu y avoir. Comme il sait pertinemment que sur la question syrienne ou la question des négociations avec l'Iran, Israël va être en porte-à-faux sur les accords qui pourraient être passés dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, il faut que lui arrive à remettre Israël dans le jeu occidental et dans la même stratégie que les Occidentaux. Et donc c'est tout le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui, parce qu'il sent bien que dans l'opinion publique internationale, il n'y a pas de soutien à Israël. Il y a des soutiens politiques, mais l'opinion publique internationale aujourd'hui voit clairement ce qui est en train de se passer, d'où le travail qu'il fait, et qu'il avait commencé avant Gaza, quand il a vu qu'il y avait possibilité d'un accord d'union nationale entre les différents mouvements palestiniens, et que donc la question politique qui était posée pour les Palestiniens, c'était de remettre en place l'unité palestinienne géographique et politique. C'est ça qu'il a essayé de détruire immédiatement, et d'où les attaques sur Gaza. Après qu'il ait pris un prétexte sur ce qui s'est passé en Cisjordanie, c'est évident, mais le but premier politique de Netanyahou, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'unité palestinienne, et que tout continue comme avant. C'était ça son travail premier. Donc, des discussions existent chez les Palestiniens aussi. La lettre de Salah montre qu'il y a aussi des critiques, mais jusqu'à plus ample informé, le représentant légitime du peuple palestinien, c'est l'Organisation de libération de la Palestine, c'est l'OLP, et d'ailleurs dans les discussions en cours entre les différentes factions palestiniennes, celles membres de l'OLP et celles qui n'en sont pas, comme le Hamas ou le djihad islamique, il y a dans le panier de discussion, il y a aussi une adhésion prochaine du Hamas et du djihad islamique à l'Organisation de libération de la Palestine. Ce qui veut dire, vous voyez les conséquences, parce que le Hamas adhérant à l'Organisation de libération de la Palestine, ça veut dire d'une manière ou d'une autre, ça veut dire la reconnaissance de l'État d'Israël. Merci. Mireille, peut-être, sur cette question? Alors l'AFPS n'a pas de
d'avis très tranchés, bien évidemment, sur la question du djihad islamique. En tout cas, c'est pas le sujet de l'association. On est là en solidarité avec le peuple palestinien et pour l'application de ses droits nationaux, pour la levée du blocus de Gaza immédiatement et sans condition. Bon, et puis toutes les revendications que porte notre association. Sur le djihad islamique, comme sur le Hamas ou comme les autres mouvements et organisations palestiniennes, la position de notre association, c'est que elle soutient la résistance palestinienne dans toutes ses composantes, donc que ce soit le Hamas, que ce soit le FPLP, que ce soit le djihad islamique, que ce soit le Fatah. Elle soutient toute la résistance, quelles que soient ses formes. Et donc, bien évidemment, c'était un travers des médias pendant ces manifestations de cet été, en tout cas une tentative de certains de nous piéger avec cette histoire de Hamas et de boucliers humains, etc. etc. Voilà, donc notre position en tant qu'association, c'est qu'on soutient la résistance palestinienne, toute la résistance palestinienne, quelles que soient ses composantes, simplement pour évoquer le Hamas, cette organisation donc taxée terroriste par l'Europe, l'a été en tout cas jusque dernièrement, puisqu'elle a été retirée de la liste des organisations terroristes. Voilà, ce qu'on rappelle nous en tant qu'association, c'est que ce mot-là, comme d'autres mots, le mot terroriste, évidemment connoté, il a été utilisé, et on l'a rappelé aussi dans les manifestations, il a été utilisé notamment pendant l'occupation allemande en France, concernant le mouvement de résistance français, et que donc, quels que soient les résistants à une occupation ou à une colonisation, ils ont toujours été taxés par, bien évidemment, l'occupant et le colon de terroristes. Donc, il faut relativiser et parfois remettre du sens derrière les mots. Je pense que c'est important aussi que dans des lieux comme ça, de manifestations publiques, on fasse preuve un peu de pédagogie. C'est pour ça que je parlais des 4 cartes, là aussi, mais aussi d'autres pancartes, par exemple, on faisait référence à Jean Moulin comme résistant. Voilà, ça fait appel aussi à notre histoire en tant que pays occupé, mais on faisait référence aussi, par exemple, quand on passait devant le consulat d'Algérie, à ces 132 années de colonisation qui ont finalement, grâce à la résistance et à la lutte armée, etc., à faire de ce pays un pays indépendant. Donc, donner aussi de l'espoir. Voilà, quand on passait devant des lieux comme ça, comme le consulat d'Algérie, on disait l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra, le Vietnam a vaincu, la Palestine vaincra. Je crois que c'est aussi remettre un peu d'histoire dans tout ça, parce que quand on dit, bien évidemment, de l'émotion à la colère, il y avait aussi beaucoup de maturité aussi parmi les manifestants, et je crois qu'on ne mesure pas aussi la connaissance que ces manifestants particuliers peuvent avoir de la question palestinienne. Comme je le disais, je le répète, je crois que malheureusement, c'est pas je crois, j'en suis sûre, on ne leur donne jamais la parole sur cette question-là. On devrait, nous-mêmes, en tant qu'association, certainement intervenir davantage dans les quartiers populaires et leur permettre d'échanger, notamment sur cette fracture aussi qu'on vient de voir, hein, aussi bien dans les écoles que dans la rue. Voilà, je pense que la Palestine est au cœur aussi de tout ça. Je crois que c'est vraiment un enjeu fondamental aussi qui fait cette fracture aujourd'hui dans la société française. Oui. J'aimerais poser une question à Pierre. Pierre, vous revenez des territoires occupés et vous me paraissez un petit peu optimiste en ce qui concerne le dialogue interpalestinien. Est-ce que vous ne pensez pas, vu de France, là, ici, hein, je parle de quelqu'un qui vit en France, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se passe actuellement dans les pays limitrophes, en Syrie et en Irak surtout, avec Daesh, n'a pas d'incidence justement sur les composantes des différents partis ou, qui
qui portent la résistance palestinienne. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que Daesh pourrait influencer sur le Hamas et sur le djihad islamique pour ne pas se rapprocher de l'OLP, par exemple? Oui, moi je ne fais pas preuve d'optimisme. J'ai essayé de dire que le dialogue existe, qu'il est difficile, que les manœuvres israéliennes, évidemment, visent à empêcher ce dialogue, mais que le dialogue n'est pas coupé, même si pour l'instant il a du mal à avancer vraiment, parce que évidemment chaque parti, que ce soit le Fatah, enfin particulièrement le Fatah et le Hamas, ont leur propre agenda, et puis d'essayer de gagner un maximum de soutien au sein du peuple palestinien. Donc il y a un jeu politique à l'intérieur entre les organisations palestiniennes. Donc je ne suis pas optimiste, mais je pense que les choses peuvent avancer parce qu'aujourd'hui, justement dans le contexte régional, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Ils sont obligés de tenir compte de ce contexte régional. D'abord parce que je pense que Daesh est opposé au Hamas. Le Hamas n'est pas avec Daesh. Ni le djihad islamique, je pense qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. En revanche, le Hamas étant soutenu par le Qatar, et Khaled Meshal, le numéro 1 du Hamas, étant basé à Doha, il y a effectivement là des répercussions qu'on a pu constater. Notamment sur le fait, par exemple, que le Qatar a essayé de jouer sa propre carte, notamment concernant les frères musulmans en Égypte, que les tensions avec les autres pays du Golfe, et notamment avec l'Arabie Saoudite, qui elle soutenait plus les salafistes, a été très compliquée, à tel point que m'ont dit des membres des services de renseignement que l'année dernière, l'Arabie Saoudite a essayé d'activer le Koweït pour attaquer le Qatar. Donc les tensions étaient vraiment très très fortes. Et récemment, il y a eu une réunion du Conseil des pays du Golfe où il y a eu une espèce de normalisation qui s'est faite, où le Qatar est revenu, entre guillemets, à la raison. Ils ont rouvert leurs ambassades, ils ont repris leurs relations diplomatiques. Et donc maintenant, le Qatar est en train de jouer un autre rôle. Et donc, de fait, ça va avoir des répercussions sur le Hamas. Et d'ailleurs, rappelons quand même que le Hamas a condamné les attentats qui se sont produits en France la semaine dernière. Ça n'a peut-être pas été assez dit, mais donc en termes politiques, c'est quelque chose. Parce que oui, ça n'a pas été très médiatisé, mais donc ils l'ont condamné. Donc je pense que là aussi, il y a une volonté politique de dire quelque chose. Quant au fait que le Hamas a été retiré de la liste terroriste en Europe, c'est pour des raisons de forme et pas sur le front politique. Et d'ailleurs, il y a un représentant français, je ne sais plus lequel, qui a immédiatement dit non, mais nous allons réintervenir pour que le Hamas soit inscrit à nouveau sur la liste terroriste de l'Union européenne. Donc non, je ne veux pas faire preuve d'optimisme, parce que y compris à l'intérieur des différents mouvements, y compris au sein du Hamas, il y a des courants politiques forts qui s'opposent à l'intérieur du Hamas. Il y en a aussi à l'intérieur du Fatah. Il y a cette guerre ce combat politique sur le contrôle des choses. Donc c'est toujours vraiment très compliqué, y compris par exemple quand il y avait la délégation palestinienne qui s'était rendue au Caire pour les négociations pour le cessez-le-feu. C'était évidemment compliqué parce que le Hamas, via les médias, essayait de tirer son épingle du jeu en faisant comme si c'était le Hamas qui était en train de négocier un cessez-le-feu avec Israël sous les auspices égyptiens, alors qu'en réalité, je le sais parce que j'étais en contact avec un des membres de la délégation palestinienne, il y avait l'ensemble des forces palestiniennes qui étaient dans la délégation. Et donc il y avait des discussions aussi entre eux, et c'était des prises de position qui ont été présentées communes face à Israël par rapport au cessez-le-feu, par rapport aux revendications qui ont été présentées. Donc je crois que c'est plutôt ça. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté parce que Israël fait tout pour qu'on ne sorte pas de l'impasse. Or le danger, il est évidemment celui-là. Les Palestiniens ont essayé la lutte armée à l'époque de l'OLP avec les Fidaïn, ça n'a pas marché. Ils ont essayé la voie diplomatique avec les accords d'Oslo, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on se demande quelle peut être la solution en dehors du respect du droit international et donc de la nécessité, effectivement, de sortir de ce simple affrontement autour d'une table de négociation où d'un côté il y a les Palestiniens tout seuls et de l'autre il y a les Américains et les Israéliens. Donc je crois qu'il y a tout ça qui est en train de jouer. Je crois que le Hamas ne veut pas perdre
l'aura qu'il a pu gagner, effectivement, de fait, avec ce qui s'est passé à Gaza cet été. Il veut capitaliser en termes politiques sur ça. Le Fatah sent bien le danger, et à l'intérieur du Fatah et autour de Mahmoud Abbas, il y a effectivement des gens qui, pour ma part, je ne sais pas si vraiment ils représentent réellement l'état de la société palestinienne et là où elle en est. Or aujourd'hui, je pense, et c'est un peu ça ce que se dit la gauche palestinienne, c'est qu'il est temps aujourd'hui de réactiver le peuple palestinien pour qu'il réintervienne dans les affaires palestiniennes. Parce qu'on a un peu trop tendance avec les accords d'Oslo, avec l'installation de l'autorité palestinienne, d'un côté, avec la lutte armée ou la stratégie appliquée par le Hamas, en réalité, la population palestinienne, elle est un peu... on ne fait pas appel à elle, quoi. Or, c'est un peu ça, aujourd'hui, qui va être trouvé, parce que ça va être beaucoup plus compliqué de battre en brèche un mouvement populaire, un vrai mouvement populaire pacifique palestinien, que si c'est soit des groupes de combattants, soit un état-major autorité palestinienne qui va aller négocier tout seul comme ça. Et je crois que là, il y a un véritable enjeu aussi de ce type-là qui va de fait peser sur des négociations interpalestiniennes. Parce que n'oublions pas aussi qu'à un moment donné, il y avait même eu des manifestations à Gaza pour demander l'unité palestinienne et que ça, aucun mouvement palestinien ne peut y être insensible. Et donc je crois que l'optimisme, s'il doit y en avoir un, l'optimisme il va être dans ce sens-là, sur le fait que les Palestiniens retrouvent le chemin, non pas de la lutte, parce que le fait même qu'ils résistent, qu'ils ne cèdent pas à Israël, c'est une lutte. Mais cette lutte-là qui veut qu'ils participent à l'élaboration de ce qui doit être fait dans la solution politique aujourd'hui. Je crois que, parce qu'autrement, il va y avoir une impasse qui va servir évidemment Israël, mais qui permet aussi à des groupes, n'oublions pas qu'il y a des cellules d'Al-Qaïda qui commencent à se former à Gaza, contre le Hamas d'ailleurs, et que rien ne dit que des groupes ne vont pas se réclamer un jour de l'État islamique et intervenir au nom des Palestiniens de cette manière-là. Donc cette difficulté politique ou le vide politique qui peut exister peut ouvrir la voie effectivement à n'importe quoi. Et malheureusement, dans cette région qui est ultra explosive, on en revient un peu à ce qu'on disait au début, je crois qu'il est temps aujourd'hui de ne pas laisser les Palestiniens tout seuls par les interventions qu'il peut y avoir dans la rue, mais aussi les interventions qu'il faut avoir au niveau politique pour forcer le gouvernement français, mais pour forcer aussi les élus là où ils sont, les députés, les sénateurs par exemple, à prendre de véritables positions. Parce que quand on voit le vote par exemple à l'Assemblée nationale, au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, on s'aperçoit quand même que la grande majorité de l'UMP a refusé de voter le vœu, c'est la création d'un État palestinien, ce qui est très très grave. Et à un moment donné, il ne peut pas faire comme si il n'avait pas pris ces positions-là. Il va falloir qu'il se justifie ou qu'il le paye en termes politiques. Tout a un prix quand même. Et ils ne peuvent pas, sur des questions internationales, faire comme ça. Parce qu'autrement, c'est la voie ouverte, encore une fois, à tout le chaos qui va continuer à s'installer au Proche-Orient. Et que ça va profiter à qui? Ça va profiter aux colonisateurs, ça va profiter à l'occupant. C'est absolument évident qu'à partir du moment où il n'y a pas de solution politique, diplomatique qui est trouvée, c'est l'occupant qui reste en place et qui continue sa politique de colonisation, qui continue le mur, etc. Tout ce qu'on a dit. L'argument qui est donné par ceux qui refusent, aussi bien en France qu'aux États-Unis, c'est justement c'est le même argument, mais à l'envers. À savoir, c'est pour leur bien. Il ne fallait pas accepter. La CPI, ça va changer quoi? Oui, parce que sur l'unité, après sur l'unité. Avant de passer la parole à Pierre, je dirais qu'à propos de ces pays, je pense que tous ces sinistres individus qui ont marché dans les rues de Paris, qui venaient d'Israël, les dirigeants des autorités israéliennes, oui, ils avaient plus leur place à la CPI que dans les rues de Paris. Oui, bon, la CPI est évidemment une arme politique. Il faut se souvenir par exemple que quand il y a eu le vote à l'ONU ou le vote pour l'UNESCO de reconnaissance de la Palestine, une des conditions qui avait été exigée de la part des pays occidentaux qui avaient voté pour, c'est que Mahmoud Abbas s'engage à ne pas adhérer à la Cour pénale internationale. Donc c'est bien le danger. Aujourd'hui, il est quand même aussi poussé. Moi, je me souviens avoir rencontré Raji Sourani, qui est le président du Centre palestinien pour les droits de l'homme, qui est basé à Gaza, et qui disait, mais nos dossiers sont prêts. À partir du moment où l'autorité palestinienne
décide de saisir le statut de prendre le statut de Rome et donc d'adhérer à la Cour pénale internationale, on peut aller immédiatement en justice contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par Israël. Mais évidemment, c'est une question politique et les pressions sont énormes. Alors aujourd'hui, ça commence à avancer, puisque même Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a dit que c'était tout à fait acceptable que la Palestine maintenant se dirige vers la Cour pénale internationale. Est-ce que ça va empêcher Israël de continuer ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité? Je n'en suis pas sûr, mais dans la mesure où nous, ici, on se bat pour le droit international et le respect du droit international, je pense qu'il faut utiliser la Cour pénale internationale et faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça s'était passé en 2008-2009 avec le rapport Goldstone qui avait été fait sur les massacres commis par les Israéliens dans la bande de Gaza, et que les pays occidentaux ont soigneusement remisé dans un petit tiroir en empêchant justement la saisine de la Cour pénale internationale suite à ce rapport de l'ONU. Donc, parce que la deuxième étape, c'est ça, parce que si les Palestiniens font ça, mais que l'ONU, à un moment donné, ne saisit pas la Cour pénale internationale, il va y avoir un blocage. Et donc, en plus, ce serait faire une démonstration que le droit international ne sert à rien et n'existe pas, ce qui serait le pire des messages qui seraient envoyés, à mon avis. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce que vous avez une information sur quoi l'Égypte est en train de raser une ville entière pour sécuriser sa frontière? Est-ce que vous pourriez peut-être en parler, parce que ça me paraît quand même assez monumental. Oui, effectivement, ils sont en train de construire un no man's land, voilà, qui sera pris sur évidemment la terre des Palestiniens, comme il existe déjà une bande aussi le long de la frontière donc de Gaza terrestre avec Israël. Sur laquelle les agriculteurs et les paysans palestiniens ne peuvent plus rien cultiver. Donc ils font exactement la même chose dans le sud de la bande de Gaza. Mais peut-être que Pierre a des informations un peu plus précises. Voilà, donc c'est encore des dizaines et des centaines d'hectares qui sont pris aux Palestiniens et qui serviront bien évidemment à l'armée d'occupation pour qu'ils installent leur matériel pour malheureusement peut-être bien une future encore agression. De toute façon, une future non, parce qu'elle continue. Il faut savoir qu'il y a encore eu des assassinats, des meurtres de Palestiniens de Gaza, comme il continue à y en avoir à Jérusalem-Est. On n'a pas parlé de la situation à Jérusalem-Est, et en Cisjordanie quotidiennement. Voilà. Jean-François, ouais. Oui, concernant, puisqu'il s'agit de la ville de Rafah, qui est en train d'être en partie rasée, et les liens entre Gaza et Rafah, sur le territoire de Gaza et Gaza en Égypte, c'est la même ville. C'est comme si on coupait à la frontière belge. C'est des villes qui sont communes et il y avait des liens extrêmement importants. On a parlé beaucoup des tunnels pour les armes, pour les matériaux de construction, mais il y avait aussi les tunnels pour la population, parce qu'il y avait des échanges, il y a des échanges entre la population. C'est la même population. Leurs parents sont de l'autre côté de la frontière, et un des problèmes auxquels on est confronté, nous, dans le soutien pas palestinien, mais on développera sur le stand et dans nos actions et dans nos publications, c'est le problème. Actuellement, il y a la frontière est bloquée depuis la fin 2013 entre l'Égypte et Gaza, et on ne peut plus, par exemple, les convois médicaux sont bloqués, etc., etc., et il n'y a plus possibilité de reconstruction. Voilà, c'est terrible, et ils sont en train d'instaurer une frontière, un blocage total entre l'Égypte et Gaza. C'est là-dessus, et c'est un point extrêmement sensible. Juste une précision concernant la position de la FPS sur le Hamas et le Front populaire de la Palestine. À notre dernier congrès, c'est là-dessus, c'est quelque chose sur lequel nous nous battons, à notre dernier congrès qui s'est tenu il y a 2 ans maintenant, il y a 1 an et demi, nous nous battons et nous allons nous battre et nous allons continuer de nous battre pour que l'Union européenne retire de la liste des organisations terroristes et le Hamas et le Front populaire de libération de la Palestine.
Pierre, peut-être un mot de conclusion, c'est que vous prenez un train dans quelques minutes déjà, dans une vingtaine de minutes, 25 minutes exactement. Je crois qu'il faut absolument maintenant empêcher que la solution de la création d'un État palestinien ne soit qu'un souvenir. C'est évidemment ce que cherche Israël aujourd'hui. Je pense qu'il faut, plus que jamais, il y a, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a des avancées, je pense qu'elles sont assez rares pour qu'on les souligne quand même et ne pas se dire que ça n'est pas suffisant, parce que ça n'est évidemment pas jamais suffisant tant qu'il n'y aura pas la vraie création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et la résolution du droit au retour des réfugiés palestiniens, et puis toute la question de l'eau, etc., etc. Je pense qu'il faut être plus que jamais attentif au fait qu'il peut y avoir, sous prétexte, comme ça s'est passé l'année dernière, où pendant 8 mois, on nous a fait croire qu'il y avait des sérieuses discussions entre Israéliens et Palestiniens sous l'égide des Américains, qui avaient imposé, en plus, notamment aux Palestiniens, les Américains avaient imposé le fait de ne pas s'exprimer et de ne pas dire ce qui se passait dans ces négociations-là. Et je pense que plus que jamais, il faut regarder qu'est-ce qui a échoué jusqu'à maintenant, et notamment ce qui a échoué, ça a été à chaque fois de reporter à plus tard la vraie résolution des vrais dossiers, c'est-à-dire la question de la capitale, la question des frontières, la question de l'eau, parce qu'encore une fois, le discours biblique israélien, c'est très joli. La réalité, c'est que les colonies d'implantation sont bâties là où se trouvent les nappes phréatiques. Donc la question de l'eau, c'est la question essentielle aujourd'hui, parce que si c'est un État palestinien qui n'est pas viable, cet État ne servira pas à grand-chose, il ne servira à rien pour les Palestiniens. Donc il y a le danger, là, bon, la carte le montre bien, des bantoustans qui se créent, et qu'à terme, il n'y a aucune continuité territoriale entre les différents cantons palestiniens. C'est ce que cherchent les Israéliens depuis des années et des années, sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de prendre une véritable matérialité. Mais je crois surtout, plus que jamais, c'est de rappeler que ce conflit n'est pas un conflit religieux, mais c'est un conflit pour le droit d'un peuple à exister et le droit à avoir son État. C'est la première chose. La deuxième, c'est que je crois qu'il faut plus que jamais, qu'on évite et qu'on empêche l'instrumentalisation d'une manière ou d'une autre du conflit israélo-palestinien et du combat des Palestiniens, y compris pour ceux qui, avec honnêteté, défendent le peuple palestinien. Il y a des fois aujourd'hui des tentatives qui sont faites qui voudraient de l'extérieur imposer au peuple palestinien une solution qu'il ne désire pas toujours. Et je pense que le meilleur service qu'on peut rendre au peuple palestinien, c'est de le soutenir dans sa résistance, dans sa lutte, et c'est aussi de lui permettre d'avoir les débats démocratiques et politiques au sein de sa société et au sein de ses organisations pour permettre d'avancer, et non pas d'essayer de régler de l'extérieur à leur place les solutions qui conviendraient pour la Palestine. Oui. On n'a pas de leçons à donner, je pense qu'on a plutôt des leçons à apprendre du peuple palestinien. Voilà, mon mot de conclusion, c'est qu'on a souvent crié dans nos manifestations aussi « Palestine vivra ». Palestine vaincra, et quel que soit le choix du peuple palestinien, au vu effectivement de ce que devient la Palestine, c'est confetti, un État, 2 États, ça fera peut-être l'objet de d'autres débats, mais en tout cas voilà, c'est à ça que dans notre association nous on travaille, c'est à ce que la Palestine vive, et elle vivra. Palestine vivra et Palestine vaincra. Merci. Merci à vous deux. J'espère que les choses seront un peu plus claires par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier.